en bienvenue sur la chaîne USA Celebrity Legacy. Ces derniers jours, l'Amérique a dit au revoir à plusieurs personnalités remarquables, des icônes dont l'impact se fera sentir pendant des générations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous honorons leur vie, leurs réalisations et l'héritage qu'ils laissent derrière eux. Si l'une de leurs histoires vous a touché le cœur, veuillez envisager de laisser un j'aime pour aider à garder leur mémoire vivante. Merci d'être là. Commençons maintenant. Jerry Leiho, l'acteur de second rôle chevronné dont la carrière a englobé le théâtre, la télévision et le cinéma, est décédé le 1er octobre 2025 à l'âge de 46 ans. À partir des années 1960, Leiho s'est forgé une réputation comme l'un des artistes les plus polyvalents de Louisiane. Les fans se souviennent de ses apparitions mémorables dans des films tels que The Big Easy, 1986, et Blue Velvet, 1986, où sa présence, bien que brève, a laissé une impression durable. À la télévision, il est devenu un visage familier avec des rôles dans des séries comme In the Heat of the Night et American Horror Story. Le public appréciait sa capacité à apporter de la profondeur et de l'authenticité même aux plus petits rôles, transformant les rôles de fond en moments préférés des fans avec un simple regard ou une simple réplique. Né à Bâton Rouge en 1939, Leiho a consacré une grande partie de sa vie au théâtre. Il a joué dans d'innombrables productions théâtrales, des classiques de Shakespeare aux œuvres contemporaines, devenant un pilier de la scène des arts, du spectacle de Louisiane. Ses collègues admiraient sa discipline et sa générosité, soulignant comment il encourageait les jeunes acteurs en leur offrant conseils et encouragement. Jerry Leiho était plus qu'un acteur. Il était un pilier de sa communauté, un conteur dont le travail reflétait à la fois l'art et le cœur. Son héritage perdure dans les films, les séries et les innombrables pièces de théâtre qu'il a contribué à donner vie, et dans les souvenirs du public qui se souviendra toujours du pouvoir tranquille qu'il apportait à chaque scène et écran. Commenter 86 son âge ou simplement écrire RIP Jerry Leiho pour honorer sa vie et les histoires qu'il a donné vie à travers le jeu. Paul Van Stum, le musicien belge surtout connu comme le bassiste du groupe de rock Triggerfinger, est décédé le 4 octobre 2025 à l'âge de 66 ans. Du début des années 1990 jusqu'à son départ en 2019, Van Broyum, affectueusement appelé Lancol, a été une présence constante et appréciée dans le groupe. Les fans appréciaient sa silhouette imposante sur scène, son attitude calme et les lignes de basse stables qui sont devenues l'épine dorsale du son brut et puissant de Triggerfinger. L'un des moments les plus inoubliables est survenu en 2012 lorsque leur reprise dépouillée de I Follow Rivers a dominé les charts à travers l'Europe. Pour le public, cette performance a été un rappel favori de la façon dont sa précision subtile pouvait transformer une chanson en un phénomène. Né en 1959, Van Bros Degum a bâti sa carrière au sein de plusieurs formations rock belges avant de rejoindre Triggerfinger en 1998. Pendant plus de 2 décennies, il a joué sur de nombreux albums acclamés, de All This Dancing Around à By Absence of the Sun, aidant le groupe à obtenir une reconnaissance internationale. Au-delà de la scène, il était admiré pour son humilité, son humour et la façon dont il encadrait les jeunes musiciens de la scène rock florissante de Belgique. Paul Van Broystagum était plus qu'un bassiste. Il était le cœur de Triggerfinger, un musicien dont le son portait à la fois du poids et de la chaleur. Son héritage perdure dans les disques qui continuent d'inspirer et dans les souvenirs du public qui a ressenti sa présence chaque fois que le groupe frappait son premier accord. Commenter 66 son âge ou simplement écrire RIP Paul Vantôme pour rendre hommage à l'art et à l'énergie qu'il a partagée avec le monde. Patricia Routoutled, l'éminente actrice et chanteuse britannique dont la carrière a duré plus d'un demi-siècle, est décédée le 3 octobre 2025 à l'âge de 95 ans, au public de télévision du monde entier. On se souviendra toujours d'elle comme Hyacinth Bucket dans Keeping Up Appearances 1990-1995. Sa présence comique vive et sa maîtrise du timing ont fait de la série un favori mondial, la propulsant au rang de l'un des visages les plus reconnaissables des sitcoms britanniques.
Le parcours de Ruth Led a cependant commencé bien avant sa célébrité à la télévision. Elle s'est forgée une réputation sur scène où sa voix puissante et sa présence imposante lui ont valu le respect de la critique. Sa performance dans Darling of the Day 1978 lui a valu un Tony Award, une réalisation rare pour une actrice britannique travaillant à Broadway. Plus tard, sa polyvalence dramatique s'est révélée dans Hetty Weinthorpe Investigates et d'autres rôles à la télévision, prouvant davantage sa profondeur en tant qu'interprète. Née à Birkenhead en 1929, elle est restée profondément liée à ses racines. Connue comme modeste et réservée, elle a vécu largement à l'écart des projecteurs, se concentrant sur son art et encadrant discrètement les autres. Son héritage durable réside dans sa capacité à traverser les genres, la comédie, le théâtre et la musique, laissant derrière elle une œuvre admirée à travers les générations. Joignez-vous à nous pour nous souvenir de Patricia Routledge en laissant un commentaire. Écrivez RIP Patricia Routledge ou publiez le nombre 95 pour honorer sa vie et sa carrière. Robert Redford, dont la carrière a façonné le cinéma américain pendant plus de 6 décennies, est décédé à l'âge de 89 ans. Sa famille a confirmé son décès le 16 septembre 2025 dans sa maison de Sundance, dans l'Utah. Né Charles Robert Redford Jr. à Santa Monica en 1936, il a grandi à Los Angeles et a d'abord étudié l'art avant de se tourner vers le métier d'acteur. Après une formation à New York, il a rapidement acquis une reconnaissance sur scène et à la télévision, puis est rapidement devenu une star hollywoodienne à la fin des années 1960. Son rôle déterminant est survenu dans Butch Cassidy and the Sundance Kid 1969, où son partenariat avec Paul Newman est devenu emblématique. Ils se sont réunis dans The Sting 1973, qui a remporté le prix du meilleur film aux Academy Awards. Redford a également joué dans Jeremiah Johnson 1972, The Way We Were 1973 et All the President's Men 1976, interprétant le journaliste Bob Woodward dans The Story of Watergate. Passant derrière la caméra, le premier film de Redford en tant que réalisateur, Ordinary People 1980, a remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur. Il a ensuite réalisé A River Runs Through It 1992 et Quiz Show 1994, tous deux salués pour leur savoir-faire. En tant qu'acteur, il a continué à travailler tard dans sa vie avec des rôles marquants dans All Is Lost 2013 et The Old Man in the Gun 2017. En 1941, il a fondé le Sundance Institute et le Sundance Film Festival qui sont devenus la principale plateforme pour les films indépendants. Sundance a lancé la carrière de réalisateurs comme Quentin Tarantino, Steven Soderbergh et Ava DuVernay, assurant ainsi l'impact de Redford bien au-delà de ses propres films. Redford était également profondément impliqué dans l'activisme, plaidant pour la protection de l'environnement et les droits des Amérindiens. Sa vie a été un mélange de réalisation et de perte. Il s'est marié 2 fois, a élevé 40 enfants et a enduré la mort de 2 fils, Scott et James. Robert Redford laisse un héritage en tant qu'acteur, réalisateur, activiste et mentor qui a transformé à la fois le cinéma grand public et le cinéma indépendant. Si ces films ou sa vision vous ont marqué, partagez un souvenir ou commentez 89 pour honorer chaque année de sa vie remarquable. Sally Saxa, une actrice, mannequin et photographe américaine qui est devenue une figure reconnaissable du cinéma et de la mode des années 1960, est décédée le 8 septembre 2025 à l'âge de 78 ans. Sa carrière l'a mené des projecteurs du cinéma culte au dévouement tranquille d'une vie derrière la caméra, laissant une marque à la fois sur le public et sur l'art. Elle est apparue pour la première fois dans des films qui reflétaient les changements culturels des années 1960, notamment des collaborations avec le réalisateur Russ Meir, qui ont ensuite acquis un statut culte. Son apparence saisissante et sa présence naturelle à l'écran l'ont rendue mémorable dans une décennie définie par le changement. Au-delà du jeu d'acteur, sa carrière de mannequin l'a amené dans des magazines et des campagnes qui célébraient le style et l'énergie de sa génération, contribuant à façonner la mémoire visuelle de l'époque.
Né à San Diego en 1947, la voie créative de Sachs s'est étendue au-delà de la performance. La photographie est devenue sa véritable voie d'expression au cours des dernières années, où elle a produit des portraits et des paysages qui reflétaient sa sensibilité et son œil artistique. Son héritage est celui d'images et d'impressions, les rôles qui ont capturé un moment du cinéma américain et les photographies qui ont porté sa vision personnelle de la beauté et de l'humanité. On se souviendra de Sally Saxa non seulement comme d'un visage des années 1960, mais aussi comme d'une artiste qui s'est exprimée à travers différentes métaformes. Pour honorer sa mémoire, vous pouvez partager une pensée, écrire RIP Sally Saxa ou commenter 78, son âge, en signe de respect, pour une femme dont le travail continue d'inspirer la réflexion et le souvenir. Sonny Curtis, dont la plume et la voix ont contribué à définir la musique rock et country américaine, est décédé le 19 septembre 2025. Il avait 87 ans. Pendant 60 ans, Curtis n'a jamais été loin du cœur de la musique populaire. En 1959, après le décès soudain de Buddy Holly, Curtis est intervenu avec les Crickets, aidant le groupe à aller de l'avant et garantissant que leur son ne s'éteindrait pas dans le silence. À partir de là, il a écrit des chansons qui sont devenues intemporelles. I Fought the Law, repris par d'innombrables groupes, mais immortalisé par The Clash et Love Is All Around, le thème joyeux de The Mary Tyler Moore Show, qui s'est frayé un chemin dans les salons de toute l'Amérique pendant des années. Né le 9 mai 1938 à Meadow, au Texas, Curtis a pris la guitare à l'adolescence et a surfé sur la première grande vague du rock and roll. Sa carrière a combiné l'écriture de chansons, l'enregistrement et la performance, se déplaçant avec fluidité à travers les genres. Des stars comme Andy Williams et les Everly Brothers ont fait connaître ses paroles à un public encore plus large, prouvant ainsi l'universalité de ses mélodies. Curtis n'a jamais recherché la célébrité comme les stars qui ont chanté son œuvre. Au lieu de cela, il s'est comporté avec humilité et grâce. Admiré par ses pairs et ses fans pour sa brillante discrétion, il représentait le rêve de l'auteur-compositeur d'écrire de la musique qui durerait plus longtemps que le nom qui la soutenait. Et il a réussi. Ses chansons sont toujours chantées, toujours jouées, toujours vivantes. Son héritage ne réside pas seulement dans les notes qu'il a laissées derrière lui, mais aussi dans le rappel que le véritable talent artistique est intemporel. Commenter 87 son âge ou écrire RIP Sonny Curtis pour se souvenir de l'homme dont la musique continue de résonner à travers les générations. Neil Summers, un acteur et cascadeur vétéran connu pour sa présence constante dans les westerns, est décédé le 4 septembre 2025 à l'âge de 78 ans. Né en 1947, Summers est devenu un habitué de Gunsmoke et de Bonanza, jouant des hors-la-loi, des policiers et des cow-boys qui ont ajouté de l'authenticité aux séries. Ses crédits cinématographiques incluent The Life and Times of Judge Roy Bean, 1972, et The Long Riders, 1980, qui ont tous deux été salués pour leur portrait réaliste de la vie à la frontière. En plus du jeu d'acteur, Summers a bâti une carrière parallèle en tant que cascadeur. Au fil des ans, il a joué dans plus de 100 films doublant les stars et réalisant certaines des cascades les plus dangereuses. Connu dans l'industrie comme digne de confiance et professionnel, ses contributions sont souvent passées inaperçues, mais ont été cruciales au succès des films et des séries sur lesquelles il a travaillé. Bien qu'il ne soit pas un nom connu du grand public, l'influence de Summers s'est largement fait sentir dans la communauté cinématographique. Ses collègues ont salué son professionnalisme discret et sa générosité envers les jeunes acteurs et cascadeurs. L'héritage de Neil Summers ne réside pas dans les manchettes des célébrités, mais dans des décennies de travail qui ont façonné le réalisme des westerns américains et des films d'action. Commenter 78, son âge, ou simplement écrire RIP Neil Summers pour se souvenir de l'acteur et du cascadeur dont la carrière a donné vie au cinéma et à la télévision américain classique. Terence Stamp, l'acteur anglais réputé pour ses rôles subtils, complexe et captivant, est décédé le 17 août 2025 à l'âge de 86 ans. Né le 22 juillet 1939 à Stepney, Londres, la carrière de Stamp a duré plus de 6 décennies.
à travers le cinéma, la télévision et le théâtre, faisant de lui l'une des figures les plus durables de l'écran britannique. Stamp a fait ses débuts au cinéma dans Billy Budd, 1962, obtenant des nominations pour l'Academy Award du meilleur acteur dans un second rôle et le BAFTA Award du nouveau venu le plus prometteur. Dans les années 1960, il est devenu une figure de proue du cinéma britannique avec des rôles dans The Collector, 1965, et Far From the Madding Crowd, 1977. Le public international le connaît surtout pour son interprétation glaçante du général Zod dans Superman 1978 et Superman 2 1980, où sa présence imposante a fait de la réplique « Agenouillez-vous devant Zod » l'une des plus citées de la franchise. Au fil des ans, Stamp a fait preuve d'une polyvalence incroyable. De son interprétation de la femme transgenre Bernadette dans The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, 1995, un rôle qui lui a valu les éloges de la critique et une nomination à l'Australian Film Institute, à ses rôles dans Wall Street, 1947, Star Wars épisode 1, The Phantom Menace, 1999, et The Lie de Steven Soderbergh, 1999. Au total, sa carrière comprend plus de 60 films, ainsi que des apparitions dans des séries télévisées et du doublage pour des jeux vidéo. En 1995, le magazine Empire a nommé Stamp l'une des 100 stars les plus glamour de l'histoire du cinéma, une reconnaissance de son charisme à l'écran durable. Il a continué à travailler jusqu'à la fin de sa vie, faisant preuve du même dévouement qui a façonné ses débuts. Pour se souvenir de Terence Stamp, le brillant acteur britannique dont les rôles ont apporté profondeur, élégance et puissance inoubliables à l'écran, laissez un commentaire avec le nombre 46, son âge, ou écrivez simplement « RIP Terence Stamp » pour commémorer sa vie, sa carrière et son empreinte durable sur l'histoire du cinéma. Leigh Whymoth, journaliste respectée et rédactrice associée principale du Washington Post pendant de nombreuses années, est décédée le 29 septembre 2025. Elle avait 42 ans. Née à Washington, D.C. en 1943, Whymoth a grandi dans la maison de Katharine Graham, l'une des éditrices les plus influentes de l'histoire américaine. Pourtant, elle s'est forgé sa propre réputation en tant que journaliste, menant des entrevues de grande envergure avec des dirigeants mondiaux de Saddam Hussein à Vladimir Poutine, en passant par Benazir Bhutto. Ces entrevues sont devenues la marque de sa carrière, publiées à la fois dans le Post et dans Newsweek, où elles étaient appréciées pour leur clarté et leur accessibilité. Dans les années 1980 et 1990, Whymoth est devenue une présence familière dans le reportage international. Elle a beaucoup voyagé, obtenant souvent des occasions rares de parler avec des personnalités politiques pendant des moments critiques de l'histoire. Au-delà de ses reportages, elle a également participé à la propriété de sa famille de la Washington Post Company, contribuant à la direction de l'organisation jusqu'à sa vente en 2013. Sa carrière représentait un équilibre entre tradition familiale et réussite personnelle. Elle a fait progresser le journalisme en donnant la parole aux dirigeants à des moments cruciaux et en veillant à ce que leurs paroles atteignent un public plus large. Whymoth était reconnue à la fois comme témoin de l'histoire et comme participante à la façon dont elle y était enregistrée. Pour honorer son dévouement, laissez une pensée en souvenir. Commentez 82, son âge, ou postez RIP Leigh Whymoth pour reconnaître l'impact de ses reportages et l'héritage qu'elle laisse derrière elle. Henry Jaglom, dramaturge, acteur et réalisateur dont le style intransigeant a défini une génération de cinéma indépendant, est décédé le 22 septembre 2025 à l'âge de 84 ans. Né à Londres en 1941 et élevé aux États-Unis, Jaglom a commencé sa carrière dans le jeu d'acteur avant de se tourner vers la réalisation et l'écriture. Dans les années 1970, il s'était forgé une réputation pour ses films qui brouillaient la frontière entre la fiction et l'autobiographie, s'inspirant souvent directement de sa propre vie. Ses débuts, A Safe Place, 1971, avec Jack Nicholson, Tuesday Weld et Orson Welles, ont annoncé son approche non conventionnelle de la narration cinématographique.
Il a ensuite réalisé Tracks 1976, Always But Not Forever 1945 et Someone to Love 1977, tous marqués par l'improvisation et l'intimité. Des œuvres plus tardives telles que Eating 1930 et Irene in Time 2009 ont exploré les thèmes de la vie des femmes, de la découverte de soi et des liens fragiles de la mémoire. Ces pièces de théâtre portaient la même voie d'interrogation candide, brouillant souvent le théâtre et la réflexion personnelle d'une manière qui reflétait ses films. Jaglom a résisté aux formules hollywoodiennes et s'est taillé une carrière fondée sur l'intégrité. Il a encadré de jeunes réalisateurs, les a encouragés à faire confiance à leur instinct et a démontré que le cinéma pouvait rester personnel même dans une industrie axée sur le commerce. Ses collègues l'ont décrit comme intransigeant mais profondément solidaire. Un équilibre rare qui a laissé un impact durable. L'influence d'Henry Jaglom perdure à travers les films et les pièces de théâtre qu'il a créés et les cinéastes qu'il a inspirés. Commenter 84, son âge, ou écrire RIP Henry Jaglom pour se souvenir d'un conteur qui a gardé le cinéma personnel. Arnold Schwarzenegger est plus qu'un nom connu, c'est une force forgée par les difficultés, la discipline implacable et un rêve indomptable qui a refusé de mourir. Son ascension n'est pas née du privilège ou du confort, mais d'un creuset d'hiver froid, de murs stricts et d'une soif d'être vu dans un monde qui détournait souvent le regard. Il n'a pas grandi dans des salles dorées, mais dans l'ombre où la douleur est devenue son professeur et l'ambition son seul allié. De cette obscurité, il s'est forgé en quelque chose de plus grand que nature. Un corps d'acier, une volonté de fer et une destinée qui s'étendrait d'un petit village autrichien au centre même de la célébrité mondiale. Peu d'hommes ont vécu une histoire aussi improbable. Remporter les plus grands titres de culturisme au monde, conquérir le grand écran hollywoodien et même entrer dans l'arène orageuse de la politique. Des projecteurs flamboyants de Monsieur Olympia au regard glacial du Terminator. Des discours dans des arènes bondées au moment de calme en tant qu'homme d'État. Schwarzenegger s'est tenu à la fois comme un guerrier et un chef de file, portant des attentes la plus lourde que n'importe quel poids qu'il ait jamais soulevé. Il ne s'est jamais contenté de suivre les règles du jeu, il les a changées, redéfinies, a brisé toutes les frontières qui lui disaient non et les a remplacées par le tonnerre de « oui, je peux ». Pendant des décennies, il a incarné une sorte de résilience que le monde pouvait toucher mais jamais tout à fait comprendre. La précision de la discipline, le calme du contrôle, le feu pur de l'endurance. Aujourd'hui, sa fortune dépasse 1,2 milliard de dollars, sa renommée s'étend sur tous les continents et son nom est devenu synonyme de pouvoir. Pourtant, sous l'éclat de la richesse et du triomphe se trouve la vérité qu'aucun projecteur ne peut adoucir. Même les géants doivent faire face à la tempête tranquille du temps. À 68 ans, Arnold ne s'entraîne plus pour des trophées ou des scénarios. Il fixe maintenant un adversaire plus implacable que n'importe quel méchant de film ou rival politique. La marche de l'âge, la rébellion du corps, la fragilité à laquelle aucune force ne peut pleinement résister. Et pourtant, ce n'est pas un nouveau genre de tempête pour lui. La lutte, après tout, a été son premier compagnon. Elle était là bien avant les caméras, les titres ou les applaudissements. Parce qu'une fois, avant la légende, il n'y avait qu'un garçon. Né le 30 juillet 1947 dans l'humble village autrichien de Thal, Arnold est entré dans un monde qui saignait encore des blessures de la guerre. L'Autriche, à la fin des années 1940, était un pays qui se reconstruisait à partir des ruines où l'espoir était rare et les difficultés étaient partout. Sa maison d'enfance était modeste, dépourvue de tout confort moderne, où les hivers mordaient la peau et où la chaleur devait être gagnée, pas donnée. Son père, Gustave, un policier endurci par ses propres cicatrices, dirigeait la maison avec une autorité stricte. L'affection était rare, les éloges encore plus rares. Dans la mémoire d'Arnold, la plus grande douleur n'était pas la punition, mais l'invisibilité, la peur de passer inaperçu, d'exister sans reconnaissance. Son frère aîné, Maynard, portait le manteau de l'approbation, laissant Arnold se sentir comme l'ombre tranquille, une figure toujours présente mais rarement reconnue. De ce déséquilibre, cependant, est venue une fin déchaînée de prouver sa valeur, d'exiger de l'attention, non pas en la mendiant, mais en la saisissant.
L'amour n'était pas gratuit dans notre maison, allait réfléchir Arnold plus tard. Il fallait le gagner et même alors, il ne viendrait peut-être pas. Cette réalisation ne l'a pas brisé, elle l'a endurci, elle a transformé l'invisibilité en feu. Si personne d'autre ne le soulevait, il se soulèverait lui-même, littéralement. Mais à Thal, il n'y avait pas de gymnase, pas de machines étincelantes, pas de mentor pour façonner son chemin. Il y avait des bouts de métal, du bois brisé et la terre froide d'une cave qui sentait la rouille et la terre. C'est devenu son sanctuaire. Sous une ampoule faible, avec des poids bruts fabriqués à partir de tout ce qu'il pouvait trouver, Arnold a commencé la transformation. Chaque répétition n'était pas seulement un exercice, c'était une déclaration. Chaque cliquetis de fer était un défi contre le silence à l'étage, chaque goutte de sueur était la preuve qu'il comptait. Pendant que d'autres garçons paraissaient dans les champs ou dérivaient pendant les après-midi, Arnold disparaissait dans cette cave, sculptant son avenir une répétition à la fois. Sur les murs de sa chambre, des coupures de magazines de culturisme sont devenues son écriture sainte. Des titans comme Ridge Park n'étaient pas seulement des hommes musclés, pour Arnold, ils étaient des dieux, symboles de liberté, de force et d'évasion. Il a mémorisé leurs formes, étudié leurs poses, tracé leurs contours comme s'il les gravait dans ses propres os. Pour lui, ces images n'étaient pas de la vanité, elles étaient le salut, elles étaient la preuve que la vie ne devait pas être petite, que la grandeur était possible au-delà des frontières étroites de son village. La force ne consistait pas à fléchir, il s'agissait de survivre. Survivre à la pauvreté, survivre à l'invisibilité, survivre au poids du doute. Au cours de ces années, il ne construisait pas seulement du muscle, il construisait une forteresse autour de son esprit, une forteresse qui pouvait résister au rejet, à l'isolement et à la froide indifférence d'un monde qui n'avait pas encore appris son nom. Ce garçon dans la cave ne répétait pas pour la gloire, il se frayait un chemin vers la survie. Et ce faisant, il a commencé à façonner l'une des vies les plus remarquables que le monde ait jamais vues. Au début de son adolescence, à la fin des années 1950, le monde d'Arnold a commencé à s'étendre au-delà des rues étroites de Thal. À Graz, à plusieurs kilomètres de là, il est tombé sur un petit gymnase faiblement éclairé, un sanctuaire qui est devenu son temple. Pour s'y rendre, il montait sur son vélo et roulait pendant des heures à travers un vent qui lui écorchait la peau et des collines qui lui semblaient interminables avant de rentrer chez lui longtemps après que les lampes du village se soient éteintes. Le voyage était pénible, mais pour Arnold, c'était une libération déguisée en souffrance. Chaque tour de pédale n'était pas seulement un mouvement, c'était une rébellion, un refus silencieux de rester confiné à une vie qu'il n'avait pas choisie. Pendant que ses amis traînaient dans les tavernes ou perdaient leurs après-midi en bavardages inutiles, Arnold disparaissait dans la sueur et le fer. Il chuchotait qu'il était obsédé, ils avaient raison, mais pour Arnold, l'obsession était la survie. Il ne poursuivait pas un passe-temps, il se frayait un chemin vers la liberté. Des années plus tard, il allait se souvenir de ses randonnées avec une clarté aiguisée par le temps. Je n'ai jamais vu d'avenir dans ce village, j'ai dû en créer un. C'est dans l'air froid de ces randonnées et dans l'acier de ce gymnase de sous-sol que les premières lignes d'un champion ont commencé à apparaître. Non pas sculptées par les applaudissements, pas amorties par les privilèges, mais nées du défi tranquille d'un garçon qui refusait de rester petit. Ces années lui ont donné plus que du muscle. Elles ont enfoncé en lui la discipline de la routine, la clarté de la vision et la conviction féroce qu'il pouvait surpasser la douleur elle-même. Bien avant que le monde ne chante son nom, Arnold Schwarzenegger façonnait déjà le seul pouvoir qui allait le définir à chaque étape de sa vie. La force de se relever encore et encore, peu importe le poids du fardeau qui l'oppresse. Lorsqu'il est descendu d'un avion en 1968 à seulement 21 ans, le rêve qu'il avait porté à travers les océans s'est soudainement heurté à la réalité. L'Amérique n'était pas la terre scintillante d'opportunités instantanées qu'il avait imaginées. C'était un champ de bataille. Il est arrivé avec à peine une valise remplie de vêtements usés, une poignée de dollars et une vision trop vaste pour tenir dans sa poche. L'air de Los Angeles était chaud, mais l'accueil était froid.
Son fort accent autrichien s'enroulait autour de chaque mot comme une chaîne, transformant les conversations ordinaires en batailles difficiles. Les gens souriaient lorsqu'il parlait, mais leurs yeux trahissaient la confusion. Je ne connaissais pas les mots, allait admettre Arnold plus tard. Alors j'ai parlé avec mes actions. Ces actions n'étaient pas glamour. Le jour, il pliait le dos sous le soleil de la Californie, transportant des briques et maniant des marteaux sur des chantiers de construction, son corps souffrant alors que la sueur lui salait les yeux. Chaque dollar gagné était thésaurisé comme un trésor. La nuit, lorsque d'autres ouvriers s'effondraient pour se reposer, Arnold entrait dans des gymnases exigus, sentant la craie, le métal et l'ambition. Là, dans la faible lumière, il s'entraînait avec une fureur qui semblait moins viser à gagner des titres qu'à prouver son existence même. Chaque répétition, chaque flexion, chaque goutte de sueur était un vœu que le monde connaîtrait un jour son nom. Ses conditions de vie reflétaient la lutte. Il louait de petites chambres qu'il partageait avec d'autres, des espaces à peine assez grands pour un lit, une lampe vacillante et la flamme tenace d'un rêve. De nombreuses nuits, allongé éveillé sous des plafonds craquelés comme de vieilles cicatrices, il écoutait le bourdonnement incessant de la circulation de Los Angeles et se demandait s'il avait tout misé sur une illusion. La solitude était une ombre constante, la barrière de la langue transformait les foules en murs. L'échec planait comme un spectre chuchotant qu'il ne percerait jamais. À l'époque, le culturisme en Amérique était encore considéré comme une étrange curiosité, quelque chose de confiné à de petites compétitions et à des publics de niche. En dehors d'un cercle intérieur dévoué, la plupart le considéraient comme un simple spectacle secondaire. Pour beaucoup, Arnold n'était qu'un autre étranger surdimensionné poursuivant un fantasme absurde. Son accent était moqué, son physique ridiculisé, ses ambitions rejetées comme un délire. Pourtant, Arnold comprenait une vérité plus clairement que ses critiques. La seule façon de faire taire le doute était une victoire indéniable. Il a donc décidé de gagner, puis de gagner encore et encore et encore jusqu'à ce que les huées se transforment en acclamations et que le monde n'ait d'autre choix que de le prendre au sérieux. Le garçon qui pédalait autrefois à travers les tempêtes pour atteindre un gymnase caché à Graz faisait maintenant face à une plus grande tempête en Amérique. Mais le même feu qu'il avait alimenté pendant les hivers autrichiens était vivant dans la chaleur de la Californie. Il ne s'arrêterait pas, il ne plierait pas. Il continuerait à soulever, à construire, à s'élever jusqu'à ce que le rêve qui a commencé dans une cave à moitié un monde de distance se tienne inébranlable sur la scène mondiale. En 1970, à seulement 23 ans, il est devenu le plus jeune homme à remporter le titre de Monsieur Olympia. Mais chaque titre s'accompagnait d'une pression étouffante. Si je perdais, disait-il, je ne perdais pas seulement un trophée. Je perdais ma place dans ce pays. Chaque compétition était une lutte pour la survie, pour l'identité, pour le droit de rester. La solitude était plus aiguë que la tension physique. À des milliers de kilomètres de Thal, en Autriche, il aspirait à la cuisine de sa mère, aux collines familières de sa ville natale, même à la voix sévère de son père. Mais il n'y avait pas de bras dans lesquels tomber ici, pas de famille avec qui partager le poids. L'Amérique était bruyante, rapide et inflexible. Ses compagnons les plus proches étaient au gymnase, des hommes qui comprenaient le langage de la douleur et du progrès. Pourtant, lorsque le poids cessait de cliqueter et que les lumières s'éteignaient, le silence revenait. Son corps aussi exigeait un prix. Dans sa volonté implacable de devenir plus fort, il a dépassé les limites jusqu'à ce qu'elles ripostent. Muscles déchirés, articulations douloureuses, ecchymose profonde. Ce n'étaient pas des insignes de gloire, mais des avertissements. Pourtant, il a continué à avancer. La douleur est devenue sa monnaie, échangée quotidiennement contre une chance d'accéder à l'avenir qu'il envisageait. Il a enveloppé ses genoux, glacé ses coudes et soulevé quand même. Le pont vers l'Autriche avait été brûlé. Au moment où il était parti, il n'y avait pas de retraite. À travers tout cela, il s'est accroché à une vision singulière. Un jour où personne ne pourrait le négliger, où son nom serait gravé non seulement dans l'histoire du culturisme, mais dans la culture elle-même. Chaque goutte de sueur, chaque dollar économisé, chaque nuit passée seule était une brique dans le monument qu'il construisait pour lui-même. Des décennies plus tard, il a dit «
Je me voyais où je voulais être, pas où j'étais. Cette vision inébranlable et la douleur qu'il a acceptée comme son prix ont transformé un étranger dans un pays étranger en un homme que le monde entier allait un jour connaître. Au début des années 1970, Arnold Schwarzenegger n'était plus l'étranger dormant dans une pièce exiguë, il était le visage d'un sport. En 1970, à seulement 23 ans, il a remporté son premier titre de Monsieur Olympia et en 1975, il était déjà monté sur la première marche du podium à 6 reprises. La 7e allait arriver en 1980, scellant sa place de légende, mais derrière les trophées éblouissants se cachait une vérité que peu pouvaient te voir. Chaque victoire n'apportait pas de soulagement, mais un fardeau plus lourd. La pression de maintenir un corps sculpté à des proportions presque mythiques signifiait s'entraîner dans la douleur, cacher les blessures et vivre sur le fil du rasoir entre le triomphe et l'effondrement. Les tendons déchirés, les articulations douloureuses et la peur constante qu'un faux mouvement puisse tout finir le hantaient comme des ombres sous les projecteurs. « Gagner fait de vous une cible », dira-t-il des années plus tard. Tout le monde regarde, attendant le jour où vous glisserez. Hollywood a rapidement fait son apparition et en 1982, Conan le Barbare l'a transformé d'une icône sportive en une star de cinéma montante. Pourtant, même ici, l'ascension était difficile. Les dirigeants des studios se moquaient de son accent épais, trouvaient son nom trop long, trop étranger, trop impossible pour une affiche. Les rôles étaient rares et le rejet constant. Mais Arnold, forgé dans l'épreuve du culturisme, a refusé de céder. Il a étudié le jeu d'acteur, a travaillé sur son débit et lorsque Terminator de 1984 est sorti en salle, le même accent dont il s'était moqué est devenu une marque de commerce cinématographique. Sa réplique « Je reviendrai » a résonné dans le monde entier. La renommée, cependant, à son propre prix. Les horaires étaient impitoyables. Des mois passés sur place, loin de chez lui, de sa famille, de tout ce qui était familier. La distance a creusé des espaces tranquilles dans sa vie qu'aucun applaudissement ne pouvait combler. Il avait la richesse, l'influence et la reconnaissance au-delà de ses rêves les plus fous. Pourtant, certaines nuits, seul dans des chambres d'hôtel, il ressentait le même silence qu'il avait connu en tant que jeune homme à Los Angeles. Et la renommée a rendu chaque faux pas plus fort. Un film qui n'a pas été à la hauteur, une compétition non remportée, même un faux pas personnel. Chacun d'eux magnifié parce qu'il n'était pas seulement Arnold, il était Arnold Schwarzenegger. Le succès lui avait construit un trône, mais il l'avait aussi fait prisonnier des attentes. Le même projecteur qui éclairait son chemin pouvait tout aussi facilement exposer ses défauts. Puis sont venues les transitions qui allaient le mettre à l'épreuve d'une manière que ni le fer ni les caméras n'avaient jamais fait. Quitter la compétition pour se concentrer uniquement sur le métier d'acteur, laissant derrière lui la certitude d'être une star de cinéma pour entrer dans l'arène imprévisible de la politique au début des années 2000. Chaque mouvement a attiré des critiques qui ont remis en question ses motivations, ses capacités, son droit même d'essayer. Chaque choix comportait le risque d'effacer l'image qu'il avait passé des décennies à construire. Pourtant, il a embrassé le risque, sachant que la stagnation était une sorte de mort plus silencieuse. « Si vous ne continuez pas à avancer, a-t-il dit un jour, vous commencez à reculer. De l'extérieur, tout était gloire. Les 7 couronnes d'Olympia, les triomphes au box-office, le poste de gouverneur. Mais ceux qui regardaient de plus près pouvaient voir la vérité. Au sommet, l'air est rare. Les nuits sont longues et l'homme au sommet est encore à bien des égards un seul. Il avait construit son empire avec du fer, de la discipline et une volonté assez forte pour percer l'impossible. Pendant des décennies, le corps d'Arnold Schwarzenegger a été sa forteresse, inébranlable sous les lumières de Monsieur Olympia, inflexible sous les horaires éreintants d'Hollywood, incassable dans le théâtre impitoyable de la politique. Il l'avait porté à travers les continents, dans les livres d'histoire et à travers des tempêtes qui auraient englouti des hommes de moindre envergure. Mais en 1987, à 50 ans, cette forteresse s'est fissurée. Des lumières fluorescentes brûlaient au-dessus de lui. La froideur stérile de l'antiseptique lui remplissait les poumons. Quelque part au loin, un moniteur cardiaque pulsait un rythme qui n'était plus entièrement le sien. Sur ce lit d'hôpital à Los Angeles, il n'était pas le Terminator, pas le futur gouverneur,
pas le 7e Monsieur Olympia dont le corps avait été un monument vivant à la volonté humaine. Il était un homme réduit à sa vérité la plus fragile, sur le point de laisser les chirurgiens lui ouvrir la poitrine pour remplacer une valve aortique avec laquelle il était né et qu'il avait gardé cachée pendant un demi-siècle. Ce n'était pas la fierté qui l'avait gardé silencieux, c'était la peur. La peur que le monde voie ce qu'il avait passé sa vie à fuir, que même l'homme le plus fort de la pièce puisse être vulnérable. Il n'a rien dit à sa mère en Autriche. Elle vieillissait, ses mains déjà touchées par le temps, et il refusait de lui imposer un autre poids. « Je l'appellerai quand ce sera fini », s'est-il dit. Mais en 1999, elle était partie. Pas d'appel, pas d'adieu. Il était sur le plateau quand la nouvelle est arrivée. Les caméras tournaient, les muscles sculptés par des décennies de guerre avec la gravité. Alors qu'à l'intérieur, le soleil et lui se brisaient en morceaux, la cicatrice sur sa poitrine s'estomperait. La cicatrice dans son cœur ne se refermerait jamais. Et il a donc fait ce qu'il avait toujours fait. Il a continué à avancer. Au cours des années 2000, il y a eu des avant-premières de films où les flashs ont explosé comme de l'artillerie, des rassemblements politiques où la foule a rugi son nom, des discours qui ont résonné dans de grandes salles. La machine pour le monde avait toujours l'air impeccable, mais dans les moments de calme, lorsque les lumières sombres s'éteignaient et que les portes se fermaient, son cœur chuchotait. Il savait que cela reviendrait. En mars 2018, à 70 ans, c'est arrivé. Ce qui aurait dû être un remplacement de valve par cathéter de routine s'est transformé sans avertissement en une chirurgie à cœur ouvert d'urgence. « Nous avons fait une erreur », lui ont dit les chirurgiens à son réveil, confus, maîtrisé, incapable de parler à travers le tube dans sa gorge. Pour un homme dont toute la vie avait été construite sur le contrôle, c'était un enfer privé. Des éclairs de pensée ont traversé le brouillard comme des éclairs. Ses enfants. Se souviendront-ils de moi comme d'un homme fort ou se souviendront-ils de ça? Maria se soucie-t-elle encore de moi? La presse, qu'écriront-ils? Et toujours l'image de sa mère partie sans un adieu, le hantant avec la peur qu'il laisse ses propres enfants avec la même blessure. Octobre 2072, opération numéro 3. À ce moment-là, il ne se demandait plus « Pourquoi moi ?» Il ne restait plus de négociations, plus de déni, juste un signe de tête au médecin, une reconnaissance tacite que la résistance était une arme inutile contre le temps. Puis est devenu mars 2024, 76 ans, soulevant toujours des poids, souriant toujours pour les caméras, parlant toujours à des foules qui pendaient à chacune de ses paroles. Mais au plus profond de lui, le rythme qui l'avait porté à travers chaque bataille a commencé à trébucher. Arythmie. Le médecin a dit que le tissu cicatriciel de décennies de chirurgie brouillait les signaux électriques de son conduction de chirurgie. La solution, un stimulateur cardiaque. Pour la plupart, une bouée de sauvetage. Pour Arnold, cela ressemblait à un verdict. L'homme qui avait autrefois tordu l'acier à main nue, qui avait battu des records et qui s'était tenu seul au sommet de deux mondes, allait maintenant vivre parce qu'un appareil disait à son cœur « qu'en battre ». Il a regardé le médecin et a chuchoté presque pour lui-même « J'étais la machine. Maintenant, j'en ai besoin d'une à l'intérieur de moi. » Quelques jours plus tard, il s'est fait connaître publiquement grâce à son podcast Arnold's Pump Club. En surface, il s'agissait de sensibiliser, de dire au monde que même les géants peuvent en tomber. Mais ceux qui écoutaient attentivement pouvaient entendre quelque chose de plus lourd que des mots, la fatigue d'un guerrier qui a compté trop de cicatrices pour s'en souvenir. Et l'abandon silencieux qui vient quand on a mené toutes les batailles et qu'on sait qu'il y en a d'autres à venir. Moins d'une semaine après l'opération, il s'est tenu à un sommet sur l'environnement. Les lumières ont clignoté comme 1000 minuscules soleils. Les applaudissements ont tonné comme le ressac lointain. Il en sourit. Le même sourire qui avait charmé des millions de personnes pendant des décennies. Mais sous le costume sur mesure se trouvait une nouvelle ligne de points de suture, un stimulateur cardiaque caché et un homme qui mesurait maintenant chaque poignée de main, chaque lever de soleil, chaque discours contre le tic-tac incessant à l'intérieur de sa poitrine. Il avait construit une vie en prouvant qu'il était plus fort que la douleur, plus fort que le doute, plus fort que l'échec lui-même. Maintenant, chaque matin, sa première action était de presser sa paume contre sa poitrine, non pas pour tester la dureté du muscle, mais pour sentir le pouls mécanique silencieux qui le maintenait ici.
Non pas parce qu'il avait vaincu la mort, mais parce qu'il avait finalement appris à l'entendre. Voici le nouvel Arnold, pas l'icône incassable, pas la machine invincible, juste un homme avec des cicatrices. Certaines gravées dans la chair, d'autres enfouies, là où personne ne peut voir, poussant toujours vers l'avant. Même si le silence suit juste un pas derrière, parfois la douleur qui coupe le plus profond ne vient pas du scalpel d'un chirurgien ou de la terreur d'un battement de cœur défaillant. Elle vient du vol lent et silencieux de l'esprit d'un être cher. De regarder la personne que vous avez connue s'éloigner alors que son corps se tient toujours devant vous. Le monde a appelé Arnold Schwarzenegger un titan de force, une force sculptée dans le fer et la volonté. Un homme qui s'était élevé des planchers froids des gymnases au plus haut podium du pouvoir, mais il n'y avait aucun poids qu'il pouvait soulever pour arrêter le moment où il a regardé dans les yeux de son père et a réalisé que l'homme qu'il aimait était déjà parti. Cela a commencé des années plus tôt, au début des années 2000, lorsque le sergent Shriver, le fier diplomate américain, cofondateur du Corps de la paix, Mary Denise Kennedy Shriver et l'homme qui avait façonné la boussole morale et les rêves politiques d'Arnold, a commencé à montrer de petites sombres fissures dans l'armure. Au début, ils étaient presque inoffensifs, des clés oubliées. Une histoire répétée, racontée comme si elle était nouvelle, un nom sauté au milieu d'une faute en phrase. Arnold l'a remarqué et sa poitrine s'est serrée parce qu'il avait déjà vu ces signes auparavant. Un oncle en Autriche qui s'était évanoui dans la démence de la même manière. Il savait ce qui allait arriver et c'était pire que toute blessure si physique qu'il ait jamais subie. Au fur et à mesure que les mois se sont transformés en années, l'érosion s'est accélérée. L'homme qui s'était autrefois tenu devant les présidents, avait parlé aux nations et avait inspiré des millions de personnes, était maintenant une figure fragile se déplaçant dans les pièces comme un fantôme dans sa propre vie. Puis est venu le jour qui allait graver une cicatrice dans la mémoire d'Arnold pour toujours. C'était une visite tranquille de l'après-midi. Le soleil tombait en douce lumière à travers la pièce. Arnold s'est penché pour parler, s'attendant à un sourire, à une étincelle de reconnaissance. Au lieu de cela, Shriver l'a regardé avec un regard qui n'était ni confus ni frustré, seulement vide. « Qui êtes-vous ? A-t-il demandé, les mots tombant avec le poids de 1000 chagrins. La gorge d'Arnold s'est fermée. Il n'a pas répondu. Il ne le pouvait pas parce qu'à cet instant précis, son père, l'homme qui lui avait appris à faire un nœud de cravate, à parler avec dignité, à croire que la fonction publique pouvait être une vocation noble, était parti, pas mort, parti. Et il n'y a pas de chagrin plus aigu, pas de blessure plus amère que de pleurer quelqu'un qui est encore vivant. Arnold allait admettre plus tard dans de rares moments de vulnérabilité que cela coupait plus profond que n'importe laquelle de ses opérations, plus profond que le chagrin d'amour, plus profond même que ses échecs les plus publics, parce que cela l'obligeait à faire face à une vérité qui l'a hanté longtemps après les funérailles. Et si un jour j'oubliais qui je suis, moi aussi, regarder Shriver s'évanouir n'était pas seulement une agonie émotionnelle. C'était un miroir cruel. Chaque mot déplacé, chaque moment perdu, chaque regard vide est devenu un murmure dans l'esprit d'Arnold qu'aucun muscle, argent ou médaille ne pouvait le protéger contre l'érosion lente et impitoyable de la mémoire. Cela l'a hanté dans les chambres d'hôtel après les discours, dans le silence entre les prises de vue, sans des prises de vue, dans le calme de l'aube avant que le monde sache qu'il était éveillé. Dans les entrevues, il a gardé son sang-froid, disant toutes les bonnes choses en cause, louant l'héritage de son père, parlant d'espoir, promettant de lutter pour la sensibilisation. Mais derrière les portes closes, sa peur est devenue une discipline. Il a remanié son régime alimentaire, a ajouté des suppléments, a dévoré des recherches, a commencé des exercices mentaux quotidiens, non pas pour vivre plus longtemps, mais pour se souvenir plus longtemps, parce que ce n'était pas la mort qui le terrifiait, c'était l'idée de disparaître tout en respirant encore. Alors que la maladie volait davantage Shriver, le propre reflet d'Arnold a commencé à changer. Il a commencé à voir le temps non pas comme une montagne à conquérir, mais comme une force avec laquelle négocier, un rival que vous ne pouviez pas vaincre, seulement retarder. Ces entraînements géants sont devenus moins axés sur la sculpture de la masse et plus sur la construction de la longévité. Ces discours sont passés de l'ambition à l'héritage. Chaque mot choisi comme s'il pouvait être le dernier dont le monde se souviendrait de lui.
Lorsque Shriver est décédé en 2011, Arnold s'est tenu au podium pour prononcer l'éloge funèbre. Il n'était pas la star de cinéma, pas l'ancien gouverneur, pas l'icône que les caméras adoraient. Il était un fils brisé, en deuil et effrayé. Les caméras ont capturé le moment public, les mots mesurés, la force de sa voix, mais elles n'ont pas capturé le moment privé qui a suivi. Lorsqu'Arnold s'est assis seul à l'arrière de la salle, fixant la chaise vide, où son père s'était autrefois assis grand et fier, il a chuchoté quelque chose dans le silence trop bas pour que quiconque l'entende. Peut-être était-ce une promesse, peut-être était-ce une prière pour qu'il ne laisse pas le même voleur silencieux l'emporter sans se battre, que lorsque son propre temps viendrait, le monde se souviendrait de lui avant d'oublier son nom. Il avait enduré l'agonie silencieuse de voir quelqu'un qu'il aimait s'évanouir dans l'ombre de la mémoire. Mais rien dans cette longue histoire de chagrin d'amour ne pouvait le préparer à la tempête qu'il allait provoquer sur lui-même. Une tempête née non pas du destin, mais de ses propres choix. Ce n'était pas un accident, c'était la seule erreur qui allait briser l'image qu'il avait construite pendant des décennies, déchirer la confiance des personnes qui comptaient le plus et laisser une cicatrice qu'aucun temps ni triomphe ne pourrait effacer. Pendant des années, Arnold Schwarzenegger a porté le poids écrasant d'une vérité qu'il ne pouvait jamais dire à voix haute. Il avait engendré un enfant avec Mildred Baena, la gouvernante de longue date de la famille, une femme qui faisait partie de leur foyer depuis plus de 20 ans, depuis plus de 20 ans, en qui ils avaient confiance dans les plus petits moments de leur vie quotidienne. En 1997, Mildred a donné naissance à Joseph, le fils d'Arnold. Presque au même moment, Maria Shriver, sa femme depuis plus d'une décennie, a donné naissance à leur plus jeune, Christopher. 2 garçons nés à quelques semaines d'intervalle, grandissant sous le même toit. L'un reconnu ouvertement, l'autre caché à la vue de tous. Pendant plus d'une décennie, le secret a vécu à l'intérieur des murs de leur maison comme une ombre qui refusait de partir. Au fur et à mesure que Joseph grandissait, la ressemblance avec Arnold devenait de plus en plus difficile à ignorer, les larges épaules, la posture, l'étincelle indubitable dans ses yeux. Maria a remarqué les similitudes plus d'une fois, mais l'amour et la confiance l'ont aveuglée à ce que son cœur ne voulait pas croire. Elle s'était tenue aux côtés d'Arnold à travers chaque réinvention, l'épreuve implacable du culturisme, l'examen minutieux d'Hollywood, les batailles impitoyables de la vie politique, sacrifiant sa propre carrière et sa vie privée pour élever 4 enfants sous un projecteur impitoyable. Elle avait été sa partenaire dans toutes les guerres, mais il y avait une guerre qu'elle ne savait pas qu'elle menait, et l'ennemi était déjà à l'intérieur des portes. En 2011, la vérité ne pouvait plus se cacher. Maria a confronté Mildred et la réponse qu'elle a reçue a fait exploser son monde. Arnold a avoué sans résistance, les mots tombant comme des pierres qui étaient restés logés dans sa poitrine pendant des années. Il n'y avait pas d'explication élaborée, pas de mensonge désespéré, seulement l'aveu brut d'une trahison qu'il ne pourrait jamais défaire. Pour Maria, c'était plus qu'une infidélité. C'était une profonde fracture de confiance, une humiliation publique et la réalisation que la vie qu'elle avait défendue si farouchement n'était pas ce qu'elle pensait qu'elle était. Silencieusement, elle a quitté leur maison. En quelques jours, la presse a eu l'histoire et le monde est descendu. Les manchettes ont crié, les commentateurs ont disséqué chaque détail, des inconnus ont jugé, mais sous le bruit se trouvait la véritable dévastation. 4 enfants, Catherine, Christina, Patrick et Christopher, pris au dépourvu par la nouvelle, et un adolescent, Joseph, soudainement poussé de l'ombre dans une tempête de jugement qu'il n'avait jamais demandé. Arnold, maintenant privé de contrôle, a fait le peu qu'il pouvait. Il a reconnu Joseph publiquement, lui a offert son soutien et a essayé de construire une relation. Mais même si le garçon a accepté sa place dans la vie d'Arnold, les années de silence avaient déjà laissé leur marque. La rare déclaration publique de Maria portait une grâce qui en a stupéfié beaucoup. C'est douloureux et déchirant, mais cela fait aussi partie de la vie. Dans ces mots se trouvait la dignité tranquille d'une femme profondément blessée, mais qui ne voulait pas laisser l'amertume la définir. Pour Arnold, la honte était étouffante. Ce n'était pas un scandale à ses yeux. C'était le moment où il a cessé d'être l'homme sur lequel sa femme pouvait s'appuyer, l'homme en qui ses enfants pouvaient avoir pleinement confiance. Il avait construit un empire sur la discipline, le charme et le contrôle précis. Mais cette erreur a tout dépouillé.
révélant une vérité bien plus inconfortable que l'échec, que même lui pouvait détruire la chose même qu'il chérissait le plus. Les retombées ont coupé plus profond que la carrière ou la réputation. C'était spirituel, ébranlant les fondations de qui il croyait être. Des années plus tard, dans une interview, il dirait avec une honnêteté inébranlable « Il n'y a personne d'autre à blâmer, j'ai causé cela. J'ai blessé la personne que j'aimais le plus et je porterai cette honte pour le reste de ma vie. » Et il le pensait parce que derrière les muscles, les films, les discours et les distinctions se tenait un homme qui ne pouvait jamais oublier la douleur dans les yeux de Maria. N'oubliez jamais le moment où la confiance est morte. Ne jamais entièrement combler la distance dans le cœur de ses enfants. Aucun arc de rédemption hollywoodien ne pourrait réécrire ce chapitre. Certaines erreurs ne disparaissent pas. Elles vivent avec vous tranquillement, implacablement, chaque jour. Il ne s'est pas tenu devant les caméras pour plaider pour le pardon du public. Il n'est pas non plus monté sur les scènes des talk-shows pour s'expliquer ou tordre la vérité en quelque chose de plus facile à accepter. Arnold Schwarzenegger a choisi le silence non pas comme une échappatoire, mais comme un acte délibéré de responsabilité, une décision de porter le poids de ses actions sans spectacle. Lorsque la vérité a éclaté en 2011 et a brisé les fondations de sa famille, il s'est éloigné de l'éclat des projecteurs, se retirant non pas par peur, mais en reconnaissant que certaines blessures ne peuvent être guéries avec des mots seuls. Dans un rare moment d'ouverture, il s'est confié à un proche confident. Il n'y a personne d'autre à blâmer. J'ai fait ça et je le porterai pour le reste de ma vie. Ce n'était pas un communiqué de presse rédigé ou une ligne destinée aux manchettes. C'était la voix non filtrée d'un homme mis à nu, faisant face à la réalité de ce qu'il avait perdu. Maria Shriver, la femme qui avait partagé des décennies de triomphes et d'épreuves avec lui, a continué d'avancer avec grâce et un silence digne, choisissant la voie de la guérison plutôt que la confrontation publique. Leurs enfants, bien qu'ébranlés par la tempête, ont reçu l'intimité et la protection dont ils avaient fort besoin pour gérer la douleur à leur propre rythme. Et Arnold Sind est resté présent, non pas dans les grandes arènes où il avait autrefois prospéré, mais dans le calme en coulisses, où le travail minutieux de la rédemption commence vraiment. Il ne s'est jamais détourné de Joseph, le fils dont l'existence avait mis en lumière la vérité cachée. Au lieu de cela, il a commencé à construire une connexion brique par brique, non pas par obligation, mais par reconnaissance, par responsabilité, par humanité partagée et par le lien indéniable qui avait toujours été là dans les yeux et la posture du garçon. Ils ont trouvé un terrain d'entente dans la discipline de l'entraînement, dans le langage commun de l'effort et de la persévérance, et dans la compréhension tacite que bien que ni l'un ni l'autre ne puissent réécrire le début de leur histoire, ils pouvaient pas choisir comment les chapitres à venir seraient écrits. Arnold est resté tout aussi engagé envers ses 4 autres enfants, Catherine, Christina, Patrick et Christopher. Il n'a pas insisté pour obtenir un pardon immédiat, ni n'a tenté d'effacer la fracture avec de grands gestes. Au lieu de cela, il a choisi de se présenter tranquillement, constamment, sans l'éclat de la publicité. Anniversaire, remise de diplôme, simple dîner de famille, chaque moment un témoignage silencieux de la vérité que reconstruire la confiance n'est pas un acte unique, mais un engagement à vie. Sur le plan professionnel, il est revenu dans le monde du cinéma. Mais la soif de renommée qui l'animait autrefois s'était adoucie. Ses apparitions étaient plus mesurées, ses rôles moins nombreux. Son attention s'est déplacée vers des causes qui reflétaient l'homme qu'il s'efforçait de devenir. Il a défendu les initiatives de lutte contre le changement climatique, s'est montré solidaire des anciens combattants, a fait la promotion de la santé physique et a investi massivement dans l'éducation des jeunes. Il a financé des programmes parascolaires dans les communautés défavorisées, a construit des parcs de remise en forme extérieure pour inspirer un mode de vie sain et a généreusement contribué à la recherche sur la maladie d'Alzheimer, un hommage au père de Maria, le sergent Shriver, dont il a continué d'honorer l'héritage. Ces actes n'étaient pas conçus pour les caméras, et c'était précisément le but. Pour Arnold, la rédemption n'a jamais consisté à réclamer l'adoration du public. Il s'agissait de se tenir jour après jour comme un homme meilleur aux yeux de ceux qu'il avait le plus blessés.
Dans le calme de sa maison, il sortait parfois de vieilles photographies, des images d'une époque antérieure à la fracture, où les sourires étaient plus faciles et où l'air autour de la famille se sentait entier. Il parlait rarement en les regardant, mais ceux qui le connaissaient n'entier bien comprenaient que son silence portait plus de poids, plus de tristesse que n'importe quelles excuses ne pourraient jamais le faire. Il a un jour confié à un ami « J'ai construit ma vie sur la discipline, mais c'est le seul endroit où je l'ai perdu et cela m'a tout coûté. » Dans les années qui ont suivi, il ne s'est jamais remarié. Bien que son nom ait été occasionnellement lié à des compagnes, Arnold ne s'est plus jamais tenu devant un autel pour faire des vœux. Certains ont dit que c'était la loyauté envers le passé. D'autres ont cru que c'était sa propre forme de pénitence. Peut-être au fond de lui était-ce sa reconnaissance tacite qu'il avait autrefois détenu quelque chose d'extraordinaire et qu'il l'avait laissé partir. Il n'y a pas eu de fin grandiose à ce chapitre, pas d'arc de rédemption créé par les médias. Seulement un homme dans sa soixantaine continuant à se tenir aux côtés de ses enfants, guidant la prochaine génération, encadrant de jeunes gens de tous les horizons et portant une cicatrice, pas le genre qui s'estompe avec le temps, mais celle qui reste comme un rappel constant des leçons apprises dans la douleur. Pour Arnold Schwarzenegger, cette cicatrice est devenue à la fois son fardeau et sa boussole, une marque silencieuse et durable qui lui a appris plus sur la force que n'importe quel championnat, n'importe quel rôle au cinéma ou n'importe quelle victoire politique ne pourrait jamais le faire. À 78 ans, Arnold Schwarzenegger n'est plus la figure indestructible qui s'écrase à travers les boules de feu à l'écran ou qui se tient sous les lumières aveuglantes d'Olympia. Mais l'acier dans sa volonté demeure, tempéré maintenant par les cicatrices, les matins plus calmes et une compréhension plus aiguë du temps. La plupart des jours commencent encore avant le lever du soleil dans sa propriété de Brentwood à Los Angeles, une villa méditerranéenne qu'il a achetée en 2002 pour environ 4,8 millions de dollars, maintenant évaluée entre 20 et 30 millions, répartie sur 6 acres luxuriantes avec un aménagement en forme de 14 500 pieds carrés pour l'intimité. Des baies vitrées du sol au plafond s'ouvrent sur le Pacifique et Catalina part en clair. 2 ascenseurs dédiés à l'aile des invités pour les fins de semaine en famille, 2 cuisines, une cuisine chaleureuse et intime pour la vie quotidienne et une cuisine élégante et divertissante s'ouvrant sur un barbecue extérieur et une station à pizza. Un cinéma privé, une cave à vin avec un bar à soda, un salon de jeux et de billard, une pelouse plate rare et une piscine de style complexe flanquée de cabanes, de terrasses, et d'une cuisine extérieure avec fumoir et four en pierre complète la villa. Dans le garage et le hangar de sa vie, les artefacts parlent aussi fort que n'importe quel rôle. Un véritable char d'assaut M47 de son service militaire autrichien, le Hummer H1 d'AM General qui a déclenché un engouement civil, un chien converti en électrique sur mesure qui s'incline devant l'avenir, un Hummer EV moderne, une BMW i7X Drive 60 et une Chevrolet Suburban pour la logistique familiale discrète. Un Excalibur Series 2 Phaeton pour une nostalgie flamboyante, une Porsche 911, turbo cabriolet pour les glissades au coucher du soleil et, comme le notent certains profils, une Bugatti Veyron Grand Sport aux côtés d'une classe G électrique sur mesure développée avec un partenaire européen d'immobilité. Lorsque les affaires ou la famille l'appellent loin, il embarque à bord de son Gulfstream, 3 750 000 marins d'autonomie. Généralement 12 sièges moelleux, moins comme un symbole de statut que comme un moyen de posséder ses minutes après des décennies à les chasser. Pourtant, le moteur le plus précieux qu'il entretient chaque matin est celui dans sa poitrine. Le rythme est stable maintenant grâce à un stimulateur cardiaque de 2024, mais chaque battement porte la mémoire du remplacement de la valve aortique en 1997. La chirurgie à cœur ouvert d'urgence en 2018 et la 3e opération en 2020 sont des rappels gravés dans la chair. Il admet qu'il y a eu des matins après l'opération où ouvrir les yeux lui a donné l'impression de gagner une loterie pour laquelle il n'avait pas acheté de billets. L'homme qui se mesurait autrefois en plaques et en répétition mesure maintenant la discipline d'arrêter avant que la douleur ne commence.
L'entraînement est précis, pas punitif. Les shakes protéinés ont cédé la place à des repas à base de plantes riches en graisse et en légumes verts bons pour le cœur. Il médite quotidiennement et dans de courtes séquences de remise en forme destinées aux hommes de son âge, il prouve que la discipline peut survivre à l'ego. Même lorsque le muscle cède la place au tendon et le tendon au temps, sa routine reste un témoignage de résilience. Il ne s'est jamais remarié après sa séparation de Maria Shriver en 2011, parlant toujours d'elle avec respect en tant que mère de ses 4 enfants. Depuis plus d'une décennie, sa partenaire est Heather Milligan, une physiothérapeute. Leur vie ensemble est calme, stable, absente des performances sur le tapis rouge. Ses enfants se tiennent fermement sur leurs propres pieds. Catherine amène ses jeunes enfants, le laissant pratiquer une forme plus douce de paternité. Patrick équilibre le jeu d'acteur et l'entrepreneuriat, portant le nom de famille à sa manière. Christina trace son propre chemin loin des projecteurs. Christopher vit ancré et stable, loin du bruit qui entourait autrefois leur nom de famille, et Joseph, autrefois le soleil dans l'ombre, fait maintenant pleinement partie du cercle familial. La villa est moins remplie du rugissement de l'ambition et plus du rythme constant de la famille, de la présence, d'une paix durement gagnée. Pour Arnold Schwarzenegger, la maison n'est pas seulement une maison, mais un reflet d'un homme qui a enduré des tempêtes et qui savoure maintenant le calme. Toujours fort, toujours discipliné, mais mesurant maintenant la force dans l'amour, dans l'héritage et dans les matins tranquilles qui restent. Leur lien perdure dans le faire, dans les conversations qui s'étirent dans la nuit et dans la promesse partagée de continuer à avancer sans effacer ce qui s'est passé auparavant. Derrière la légende se trouve le grand livre et en 2025, Forbes estime la fortune d'Arnold à près de 1,2 milliard de dollars. Cette richesse n'était pas de la chance, mais l'exécution soignée des objectifs d'abord griffonnés sur des fiches. Lorsque Hawk Productions a pris forme, les projets d'édition se sont multipliés et en 1989, le Arnold Sports Festival est né, qui est toujours le plus grand événement multisport de son genre. En 2018, il s'est associé à LeBron James pour lancer une marque de suppléments, puis a vendu sa participation en 2020. À ce stade de sa vie, les rôles à l'écran ne concernent plus les chèques de paye, mais un but. Il consacre son énergie au parc de conditionnement physique public, au programme parascolaire, à la défense de l'environnement et au soutien aux anciens combattants. La recherche sur la maladie d'Alzheimer est devenue une mission spéciale, un hommage au sergent Shriver, dont le déclin dans la démence guide toujours la boussole d'Arnold. Il n'y a peut-être pas encore de testament public, mais ceux qui le connaissent insistent sur le fait que ses affaires sont ordonnées avec précision, sa façon de s'assurer que la responsabilité envers sa famille survit à son propre souffle. L'âge a ridé son visage et ralenti son rythme, mais sa poignée de main est toujours pleine de conviction. Ses yeux portent toujours cette étincelle, la même lumière qui a autrefois poussé un garçon de Thal à croire qu'il pouvait conquérir un monde qui ne connaissait même pas son nom. La force, il le comprend maintenant, ne se mesure pas au poids que vous pouvez soulever ou aux batailles que vous pouvez gagner, mais à la durée pendant laquelle vous pouvez rester stable lorsque la vie vous le demande. Elle se trouve lors des remises de diplômes, sur les lignes de touche des matchs, autour des tables de dîner sans caméra et lors de calmes randonnées à vélo à travers Brentwood à l'aube. Si son manoir est sa forteresse et ses machines, les reliques des conquêtes passées, alors la leçon de ces dernières années 70 est la suivante: la rédemption vient rarement avec le bruit. L'héritage ne s'impose pas et chaque pas en avant compte, surtout lorsque le stimulateur cardiaque à l'intérieur de sa poitrine lui rappelle quotidiennement le fragile miracle du temps. En fin de compte, l'histoire d'Arnold Schwarzenegger ne peut pas être réduite aux muscles, aux films ou aux métaux. C'est l'odyssée d'un garçon qui a un jour regardé au-delà des montagnes autrichiennes et a refusé d'accepter les limites de sa petite vie de village. C'est le long chemin qui mène des gymnases non chauffés et de l'anglais approximatif à un matin à Los Angeles, où le son du rire des petits-enfants se répand à travers des halls de verre remplis de lumière. C'est la sagesse acquise grâce à la victoire et au scandale, aux chirurgies et aux cicatrices, que le muscle le plus fort qu'un être humain puisse construire
et la volonté de continuer à se présenter. Nous le célébrons non pas parce qu'il n'a jamais trébuché, mais parce qu'il a choisi de changer. Il a échangé le rugissement des stades contre le bourdonnement d'une roue de vélo à l'aube, le cliquetis des plaques contre le poids silencieux de la main d'un enfant. Il nous rappelle que la réinvention n'est pas un abandon, mais une survie, et parfois l'acte le plus courageux de tous. Approchant de 80 ans, avec un cœur ouvert et réparé plus d'une fois, Arnold enseigne que les plus grandes victoires ne se trouvent tant pas dans les trophées ou les manchettes, mais dans les moments sans applaudissements, dans le pardon accordé et dans la discipline maintenue quand personne ne regarde, dans le choix de faire un pas de plus quand l'immobilité semble plus facile. Si son voyage vous parle, laissez-le résonner. Partagez la partie qui reste avec vous, pas seulement pour l'honorer, mais parce que quelqu'un d'autre peut avoir besoin de cette étincelle. La force ne réside pas dans le fait de frapper plus fort, mais de se soucier plus profondément, de tenir plus longtemps et d'endurer plus fermement que quiconque ne le pensait possible. Les légendes ne naissent pas. Elles se construisent décision après décision, jour après jour. Et c'est dans cette vérité que réside le cadeau final de la vie d'Arnold Schwarzenegger. La preuve que même un garçon ordinaire d'un village oublié peut construire un héritage qui survit au rugissement de n'importe quelle foule.